Ce colloque a suscité mon intérêt, à la fois en tant que clinicien, mais aussi en tant que père de 2 jeunes enfants. C'est donc dans une position de psychanalysant que je me propose d'aborder et de partager ce questionnement sur la position du père et sur son autorité. Pourquoi l'autorité du père est-elle indispensable au développement psychique de l'enfant? Comment distinguer l'autorité de l'autoritarisme et ne pas confondre la bienveillance avec une forme voilée de laxisme? Enfin, une remise en question de l'autoritarisme du père ne vient-elle pas recouvrir aujourd'hui une véritable annulation de sa fonction symbolique? Pour tenter de répondre à ces questions, je me propose de partir de la clinique et de commencer, charité bien ordonnée, par mes propres difficultés. À travers ma psychanalyse, c'est tout d'abord en tant que fils que j'ai pris la mesure de la fonction structurante de l'autorité du père. Après quelques années de traitement, une scène m'est revenue à l'esprit qui venait contredire l'image dégradée que j'avais alors de mon père et qui me faisait réaliser qu'il avait joué un rôle crucial. Je venais d'entrer à l'école primaire et j'avais eu ma première mauvaise note. Craignant la réaction de mes parents, ne voulant pas abîmer une image idéale que je pensais revêtir à leurs yeux, j'ai décidé de cacher cette mauvaise note et de faire comme si elle n'avait jamais existé. Bien sûr, la vérité me rattrapa, et lorsque ma mère découvrit mon méfait, elle fut submergée par une colère qui la dépassa et qui la poussa à me frapper avec une règle en fer. C'est à ce moment précis que mon père s'est interposé, déviant la trajectoire du métal qui allait s'abattre sur moi et calmant par sa parole le débordement des organisations intramoïques de ma mère. Cette scène me semble permettre d'illustrer comment le père réel peut venir soutenir la fonction du père symbolique. Par sa médiation, en l'occurrence par son interposition musclée, mon père est venu poser et défendre une loi qui pourrait se traduire en ces termes: non, une mère n'a pas tous les droits sur sa progéniture, ou encore, il est interdit de maltraiter un enfant. Un autre souvenir m'a traversé l'esprit en préparant cette intervention. J'étais majeur et je rendais visite à un oncle qui occupa à mon égard une position paternelle. Alors que je m'aliénais à cette époque à une certaine image de mon père, croyant encore qu'être un homme, c'était avoir un gros ventre, une grosse voix, fumer des cigares et boire du whisky, mon oncle me prit à partie. « Regarde-toi, Julien, tu es essoufflé, tu as grossi, tu fumes, tu bois trop, tu manges trop, ça ne va pas du tout. » Inutile de vous dire que cette parole d'autorité, d'amour et de vérité eut un effet de castration symbolique important, ce qui illustre l'articulation que fait Fernando de Amorim quant à la fonction du grand autre barré dans le schéma freudo-lacanien de l'appareil psychique. Aussi, pour tenter de mettre en évidence comment la position du père s'articule à la fonction du grand autre barré, j'aimerais partager avec vous une dernière anecdote qui témoigne que l'autorité du père est indissociable de la castration symbolique de celui qui est censé en assumer la position. Depuis que je suis père, je crains que mes symptômes aient des conséquences néfastes sur l'éducation de mes enfants. Si ma psychanalyse permet heureusement d'éviter au mieux cet écueil, voici un exemple caractéristique d'un débordement pulsionnel qui souligne que la position de père est incompatible avec la jouissance symptomatique. Alors que notre fils avait 2 ans, il avait l'habitude de se lever de son lit au moment du coucher. Le plus souvent, il me suffisait de lui demander fermement d'arrêter pour qu'il puisse se recoucher. Mais lors d'une soirée où je cédais sur mon désir et me laissais aller à différents excès, je remarquais que je n'avais plus d'autorité. J'avais beau essayer d'hausser le ton, de faire preuve de fermeté, ma parole n'avait aucun poids, aucune consistance. Cette anecdote met bien en évidence que c'est précisément en renonçant à une forme illusoire de toute puissance qu'un être peut réellement occuper une position de père et ainsi assumer sa réelle puissance, sa virilité et son autorité. Ceci souligne la nécessité de la castration symbolique quant à l'assomption d'une réelle position de pouvoir, éclairant par la même occasion le rôle crucial qu'est appelé à jouer la psychanalyse
au sein de la société. Pour illustrer cette antinomie entre l'assomption d'une certaine puissance et l'illusion de toute puissance, voici ce que peut dire M. B lorsqu'il se rend compte que son refus de devenir père est lié au refus de reconnaître son propre père. Je refuse, dit-il, d'assumer mes responsabilités. C'est le refus de tout ce qui est lié à mon père. C'est le refus de la loi, de l'autorité, de la réalité, de la vie en société. Plus je refuse mon père, et plus je me détruis. C'est le refus d'être adulte. C'est ce que je veux dire quand je dis que je ne veux pas de responsabilité. Le fait d'avoir un enfant, ça veut dire que je dois être adulte, chose que je me refuse encore de faire. Je crains tellement de devenir adulte que je tire en arrière vers l'enfance. Je reste dans l'illusion d'être un enfant roi, mais je me rends compte que si je veux devenir père, un bon père, je dois arrêter de refuser le père. Les associations libres de M. B soulignent bien les multiples répercussions problématiques qu'engendre le refus du père et de sa fonction symbolique. Précisons que ce refus n'est pas sans s'articuler avec le positionnement du père réel de M. B. Mon père, dit-il, se comportait lui-même comme un enfant roi. Il avait un comportement d'enfant gâté. Il voulait sans cesse imposer son avis en criant, par des insultes et de l'agressivité. C'était un dictateur. D'une certaine manière, je m'identifiais à lui. Ces paroles témoignent bien que l'autorité du père ne saurait se confondre avec l'autoritarisme du majeur chargé d'occuper la position de père. Car en rejetant l'abus de pouvoir de celui qui n'occupe pas réellement sa position, n'est-ce pas l'autorité du père et sa fonction structurante qui se voient rejetées par la même occasion? Autrement dit, en se protégeant de la méchanceté provenant du grand autre non barré du majeur, l'enfant n'est-il pas enclin également à se protéger à ses dépens du grand autre barré? Voici ce que dit à ce propos M. B. Il y a confusion dans mes idées entre l'autorité et le fantasme de toute puissance de l'enfant roi. Je refuse l'autorité et en même temps, je me rends bien compte que j'ai besoin d'autorité. J'en ai besoin pour sortir du fantasme de l'enfant roi. C'est une autorité qui me fait du bien. Les aspects négatifs du comportement de mon père me sont très repoussants, au point que je refuse son autorité. Mais ça ne doit pas m'amener à refuser toute autorité dans toutes ses formes. Si les paroles de M. B mettent en lumière comment le drame oedipien se perpétue de génération en génération, elles nous invitent aussi à constater comment cette confusion entre l'autorité et l'autoritarisme se répercute au sein de la société. J'aimerais tout d'abord attirer votre attention sur le fait que cette confusion entre l'autorité et l'autoritarisme passe à ce jour largement inaperçue, et que c'est certainement parce qu'elle continue de se voiler que cette confusion engendre des guerres et des clivages indépassables entre communautés. En effet, quand nous remarquons que l'autoritarisme charrie dans de nombreux discours sociétaux la signification de l'autorité, et qu'inversement, l'autorité peut être systématiquement interprétée à tort comme de l'autoritarisme, nous pouvons alors constater que ces distorsions interprétatives produisent des méprises et des contradictions irrésolvables entre systèmes diamétralement opposés. Plus précisément, et au-delà du classique clivage gauche-droite que nous retrouvons en France, la cristallisation de ces amalgames entre l'autorité et l'autoritarisme entretient des antagonismes indépassables entre systèmes autoritaires et libertaires. Alors, s'il est possible de repérer que l'autoritarisme de l'enfant roi peut se confondre avec l'autorité du père au sein de systèmes sociétaux, ou encore que la tyrannie domestique peut s'y normaliser au nom de la famille et des bienfaits de l'éducation, il est tout aussi possible de remarquer que le rejet idéologique du patriarcat repose sur la même confusion, à savoir sur le même refus voilé du père et de sa fonction.
Ni Dieu ni maître, ce que recouvrent ces systèmes politiquement corrects, c'est précisément le souhait infantile d'évincer le Père pour n'en faire qu'à sa tête, soit que tout à chacun puisse se considérer comme Dieu, comme maître. Le sabotage de l'autorité et de la fonction paternelle s'opère ici de manière voilée, c'est-à-dire par un nivellement qui annule littéralement la notion même d'autorité. Car si tout le monde, au nom de l'égalité, est censé avoir la même autorité, plus personne n'en a véritablement. Pour se rendre compte de ce sabotage, nous pouvons par exemple nous intéresser au champ de la santé mentale. Récemment, lors d'un débat télévisé sur la question du soin psychique des étudiants, j'ai remarqué que la parole d'un psychanalyste avait été mise au même niveau que celle d'un humoriste, d'un chroniqueur et d'un influenceur. Par cette abrasion des différences de position, les recommandations du clinicien ont été recouvertes et ainsi annulées par des recommandations cliniques émanant de personnes qui n'ont manifestement aucune clinique. Si cette expérience peut paraître anecdotique, elle met au contraire en exergue que cette tendance voilée à annuler l'autorité est à la source de la corruption qui affecte à ce jour le champ de la santé mentale. Nous pouvons y constater que les recommandations d'un psychanalyste peuvent être mises au même niveau que celles d'un coach, d'un pharmacien, d'un diététicien, d'un politicien, d'un médecin généraliste, d'un psychiatre ou encore d'un psychologue. En d'autres termes, dès lors que la parole d'un clinicien expérimenté peut équivaloir celle d'une personne qui n'a que peu, voire aucune pratique clinique, nous saisissons que ce nivellement de l'autorité conduit à rejeter toute forme d'autorité authentique au profit d'une infinité de semblants d'autorité. Le chaos qui résulte de cette annihilation de l'authenticité est particulièrement manifeste dans le champ de la santé. Il s'y représente par des fonctionnements aberrants qui vont à l'encontre même de l'expérience et de la logique du soin, comme prescrire des dérivés d'amphétamine à des enfants, ou encore les pousser à se mutiler au nom de fallacieuses théories du genre. Ainsi, les multiples fonctionnements paradoxaux qui affectent le champ du soin illustrent bien les conséquences délétères qui résultent de ce rejet systématique de l'autorité. Cette attaque de l'ordre symbolique, se dissimulant aujourd'hui à travers des discours sociétaux politiquement corrects, il paraît donc essentiel de dégager clairement les confusions qui les sous-tendent, à commencer par l'amalgame par lequel la volonté infantile de commander la vérité s'érige en norme sociétale au nom de la liberté. Entre l'autoritarisme et l'autorité, entre la licence et la liberté, ou encore entre l'annulation de la différence et l'égalité, la psychanalyse éclaire la spécificité de ces fallacieuses assimilations, soulignant en même temps qu'elles résultent de cette tendance défensive du moi à mystifier la réalité. Mais le comble de cette destruction subtile de la fonction symbolique semble résider dans le fait qu'elle tend à se représenter en se camouflant dans le champ même où le rejet du Père est appelé à se dénouer. Autrement dit, si la psychanalyse met en lumière ces confusions qui se cristallisent et s'instituent au sein de la société, force est de constater que ces mêmes confusions affectent le champ psychanalytique lui-même. L'assimilation entre l'autorité et l'autoritarisme y est particulièrement prégnante, si bien que dès qu'un psychanalyste assume une réelle autorité, il peut vite se voir assimilé à un maître autoritaire, à un tyran, voire à un gourou. Véritable obsession du maître qui tend à se rationaliser au nom de la théorie, ce refus obstiné de toute forme d'autorité conduit à y annuler le rapport à l'expérience et à la compétence. C'est ainsi que la parole d'un psychanalyste qui a assuré quelques centaines de milliers de consultations peut être mise au même niveau que celle d'un analyste qui ne vit pas véritablement de sa clinique. Nous ne pouvons nous étonner alors de l'anarchie qui résulte de ce rejet voilé du grand autre barré, à savoir que chacun puisse n'en faire qu'à sa tête en refusant la hiérarchie et l'autorité. Chacun ses techniques,
chacun ses formations, chacun ses obédiences, chacun ses théories. N'est-ce pas le rapport au réel et à la vérité qui est ainsi, au nom de la liberté et de l'égalité, subrepticement annulé? Dès que nous réalisons que cette obstination à refuser l'autorité masque le rejet du Père et de la fonction symbolique, que cette obsession de l'égalité dissimule la volonté du moi d'annuler la différence des sexes et des générations, nous saisissons alors le paradoxe redoutable qu'induisent ces amalgames, et a fortiori au sein du champ psychanalytique, en ce qu'ils conduisent à rejeter la castration symbolique au nom de son assomption. Depuis la naissance de la psychanalyse, cette méprise est perceptible à de nombreux égards. Sigmund Freud avait remarqué les dévoiements qui résultaient du rejet de son autorité. Jacques Lacan n'a cessé de souligner ses mécompréhensions, et Fernando de Amorim met en évidence ses confusions tout en proposant une solution pour tenter de les dénouer, à savoir que le psychanalyste poursuive sa propre cure tout au long de sa pratique clinique. Mais si cette dernière proposition apparaît bel et bien aujourd'hui comme une nécessité, il est frappant de constater qu'elle est le plus souvent rejetée au nom de l'égalité ou de la liberté, témoignant une nouvelle fois de l'impact des confusions systématiques qui corrompent le champ psychanalytique. Car dès lors que le désir tend à y être assimilé à la volonté, ou que la tendance du moi de n'en faire qu'à sa tête est amalgamée à la liberté, à la singularité ou au style du clinicien, nous saisissons que ces méprises dévoient la psychanalyse de son orientation et de sa fonction au sein de la société. Comble du paradoxe, au lieu de dénouer ces amalgames défensifs par lesquels s'institue le refus du Père et de la loi symbolique, ces mêmes confusions au sein du champ psychanalytique participent au contraire à renforcer cette destruction larvée au sein de la société. Alors, quand l'autorité du psychanalyste peut se voir annulée au sein même du champ où elle trouve sa consistance, nous ne pouvons nous étonner que cette illusion de commander la réalité, de s'auto-déterminer et de faire fi du grand autre barré puisse s'ériger en norme au nom du respect et de la liberté. Liberté de choisir son sexe, liberté de n'en choisir aucun, liberté d'être non-binaire, liberté pour un homme de pouvoir être enceinte, liberté pour une femme d'avoir un enfant seul, liberté d'annuler la différence des sexes au profit de parents 1 et de parents 2, ou encore liberté pour un père de se faire appeler maman. Il est difficile aujourd'hui de ne pas remarquer comment le rejet du Père et de la fonction symbolique se représente au sein de la société au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Merci.